Je vous propose de commencer, commençant par dire que ce séminaire, nous sommes très heureux de le reprendre puisqu'il a été interrompu, ça fait presque un an. La dernière séance était en novembre 2019, à la Message Paris Nord, et du fait de différents événements que vous connaissez tous, donc on n'a pas pu faire d'autres séances. Donc là, on reprend, et c'est déjà une grande victoire dans des conditions qui sont assez particulières, donc à la fois en présentiel et aussi à distance. Je voudrais, avant d'introduire la séance, remercier vraiment toute l'équipe de nos jeunes doctorants qui ont permis que cette séance se réalise. Emma, Victor, Sahar, Jonathan. Et sans eux, on n'aurait pas pu l'organiser. Donc merci beaucoup pour tout le travail que vous faites pour ce séminaire. Et pour commencer donc cette année, nous sommes vraiment très contents, je le dis vraiment sincèrement, d'accueillir Benjamin Coria, donc qui est professeur émérite à l'Université Paris 13, et qui a passé son été, ou une partie de son été, à écrire un livre donc qui n'est pas encore paru, et donc il nous fait l'honneur de présenter en avant-première. Donc cet ouvrage s'appelle « La pandémie, l'Anthropocène et le bien commun », et apparaître donc au Lien qui libère. Et donc il va nous présenter ses réflexions sur tous ces sujets pendant 40 minutes. Et je remercie Laurent Barognan, qui est aussi membre du CEPN, d'introduire la discussion pendant une vingtaine de minutes. Et ensuite, donc, nous aurons une discussion beaucoup plus large. Et donc je passe dès à présent la parole à Philippe. Merci aussi à l'équipe des doctorants, parce que je sais à quel point c'est difficile d'organiser des événements par les temps qui courent. Bon, je suis très content d'être là. Et on va faire ensemble une expérience, si je peux dire, puisque je vais vous présenter pour la première fois un livre qui n'est pas encore paru. Donc il sera en librairie le 4 novembre. Alors, comme l'a dit Philippe, c'est un livre que j'ai écrit pour l'essentiel pendant cet été. Bon, en vérité, j'avais commencé comme tout le monde, avec la crise du Covid, j'étais totalement stupéfait. Surtout que je ne suis pas sans armes pour comprendre ce genre de choses, puisque j'ai travaillé pendant 10 ans à la NRS, l'Agence nationale de recherche sur le sida, sur les problèmes de médicaments génériques, lutte contre les épidémies. Donc, j'ai été un peu armé. Mais quand c'est arrivé, si je peux dire, j'ai été totalement stupéfait. Comme tout le monde, je pense. Voilà. Et j'ai vite formé le projet de faire un petit livre d'une 60aine de pages. Voilà. Et puis ce petit livre, petit à petit, il a grossi, parce que je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus important que ce que j'imaginais, que cette histoire de Covid-19, qu'en fait il vaut mieux appeler SARS-CoV-2, parce que ça indique bien qu'il y a eu un SARS-CoV-1, et que c'est donc une répétition, mais c'est déjà une indication. C'était une affaire extrêmement sérieuse. Non seulement pour les dégâts immédiats qu'elle provoque, on le sait tous, mais sur l'époque dans laquelle on est. Parce que j'ai vite fait le lien entre cet événement, si je peux dire, une série d'autres, j'en parlerai tout à l'heure, qui sont des maladies infectieuses qu'on appelle les zoonoses, et entre les zoonoses et l'anthropocène. Rien que ça. Donc, comme vous voyez, c'est des grands sujets. Donc, je me suis d'abord attaché à essayer de comprendre ça, et puis ensuite à essayer de voir de quels outils on disposait. Alors, je pense que ce séminaire est assez bien indiqué pour parler de ces sujets, puisque, si je comprends bien, c'est un séminaire qui s'appelle État prédateur, etc. Et vous allez voir ce que je pense des politiques publiques qui ont été menées et de ce qui doit être fait à l'avenir au nom des politiques publiques, mais qui ne peut pas du tout ressembler à ce qu'étaient les anciennes politiques publiques. Donc, c'est assez indiqué. En plus, je crois que beaucoup d'entre vous sont des gens qui sont intéressés par l'économie de la santé.
Donc il y a une espèce de double focus dans ce livre, pas complètement le fait du hasard, qui correspond, je crois, à des intérêts que nous partageons tous ici. Alors, ceci dit, je viens au cœur du sujet. Je vais vous présenter 3 points. Alors, j'ai choisi, c'est un choix, hein, j'ai choisi de vous présenter presque tout ce qu'il y a dans le livre. Donc, ça va aller un peu vite, hein, plutôt que de me focaliser sur un point ou un autre. Parce que je trouve qu'un des intérêts de ce que j'essayais de faire, c'est justement la vision d'ensemble, hein, de la crise et de comment y faire face. Hein. Parce que sans tenir qu'à la crise, malheureusement, il commence à y avoir beaucoup de choses dessus. Comment y faire face, ce que j'ai en tête, c'est peut-être un peu plus original. Alors, 3 points. D'abord, Anthropocène, extractivisme et zoonose, qui est une manière de resituer la crise du Covid-19 dans un contexte bien plus général et plus global. Ensuite, c'est la partie la plus originale, que j'ai intitulée « Faire face », des outils pour penser la transition, parce que comme vous allez le voir, cette question de la crise sanitaire, elle est au cœur de la question des communs et des biens communs, doublement, hein, à la fois dans sa genèse, et à la fois, en tout cas c'est mon idée, pour ce qui est de la possibilité d'en sortir. Donc ça sera là-dessus. Et puis, un 3e point sur les politiques publiques et comment elles doivent être pensées très très différemment de ce qu'elles ont été par le passé. Alors d'abord, le premier point, Anthropocène, extractivisme et zoonose. D'abord l'Anthropocène. Les gens commencent à savoir, mais pas forcément tout le monde, donc je préfère faire un point là-dessus. Alors, l'Anthropocène, c'est quoi? C'est, au sens technique, si on peut dire, scientifique, c'est une période géologique qui succède à l'Holocène, c'est-à-dire une période qui a commencé il y a 10 000 ans. Je ne vais pas vous ennuyer très longtemps avec tout ça, bien que ça soit très intéressant, mais moi-même, de toute façon, je ne maîtrise pas tout, hein, c'est bien évident. Et disons que l'Holocène, c'est ça qui est important. L'Holocène, donc, commencé il y a 10 000 ans, elle a 3 caractéristiques. C'est une période qui est relativement stable sur le plan climatique et sur le plan de ses caractéristiques écologiques. C'est une période qui est relativement chaude par rapport aux périodes dites glaciaires. Et c'est une période dans laquelle il y a eu l'anthropisation de la planète, c'est-à-dire le développement de l'homme, hein, et de sa colonisation progressive de la planète. Ce point est très important. Évidemment. Ensuite, alors, donc ça c'est l'Holocène. Et puis, les géologues, très préoccupés par toute une série d'événements, les gaz à effet de serre, la fonte des pôles, la destruction de la biodiversité, etc., s'interrogeaient sur qu'est-ce qui était en train de se passer. Et finalement, un grand géologue, prix Nobel de chimie, etc., Crutzen, en 2000, au cours d'un colloque, a dit « Mais de toute façon, c'est plus l'Anthropocène, comme ça, hein, presque comme ça, hein, c'est plus l'Anthropocène, c'est plus l'Holocène, c'est l'Anthropocène. » Et il voulait dire par là, c'est une période de la géologique dans laquelle l'industrie humaine, l'activité humaine, a développé des marques sur la planète telles que la dynamique des forces naturelles s'en trouve perturbée. Et que c'est l'activité humaine qui a pris le pas et qui impose un ensemble de dérèglements par rapport à ce qu'était la dynamique naturelle, entre guillemets, de la planète. Voilà. Alors, la chose qui caractérise l'Anthropocène, jusqu'à présent en tout cas, c'est les dérèglements climatiques. Entendu comme, il faut bien être clair là-dessus, hein. Moi j'ai bien étudié tout ça, bon je pense que plusieurs d'entre vous aussi, mais le réchauffement de la planète, c'est pas on va gagner 1 degré, puis un 2e degré, non, c'est pas ça du tout, c'est un phénomène stochastique, hein. Ça veut dire qu'il y aura des points ou des périodes d'extrême chaleur, d'extrême froidure, et que c'est l'ensemble qui est totalement déréglé. C'est un phénomène stochastique, c'est pas un phénomène linéaire.
Et c'est pour ça qu'il est à craindre, hein, parce qu'il se présente sous forme de catastrophe, il se présente sans arrêt sous forme de rupture, sans prévisibilité. Voilà. Alors, il y a de nombreuses discussions en cours pour dater le début de l'Anthropocène. Certains le mettent au néolithique, mais là, franchement, je comprends vraiment pas comment le néolithique aurait pu développer des capacités de dérèglement des forces de la dynamique naturelle de la planète. C'est plus crédible, on le situe symboliquement à l'époque de la révolution industrielle. Alors là, oui, on commence à comprendre, hein, avec la vapeur, avec tout ce qui suit. Et puis, il y a un point qui est indiscutable, c'est ce qu'on appelle la grande accélération. Alors, la grande accélération, c'est depuis 1945, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et là, on a une série d'indicateurs. Bon, j'ai pas eu le temps, mais bon, je préparerai pour un ultime transparent, pour un nouveau transparent. D'indicateurs divers, hein, sur la biodiversité, la fonte des pôles, les océans, etc., où il y a une accélération extraordinaire des dégradations. Et certains datent l'Anthropocène de la grande accélération. L'intérêt pour nous, gens de sciences sociales, et pour nous, la plupart d'entre nous, j'imagine, hétérodoxes, c'est que ça correspond avec le grand essor mondial du capitalisme. C'est-à-dire que c'est la naissance du Fordisme aux États-Unis, qui se diffuse en Europe, qui va vers l'Asie de l'Est, hein, les 4 dragons, et puis qui rentre en Chine, où il y a 1,2 milliard d'habitants, et où évidemment ça change tout. Ça change absolument tout. Parce que tout d'un coup, on double, voire on triple les espaces qui ont besoin de vivre de l'extractivisme de matières premières, etc. Donc c'est ça la grande accélération. Alors, ces auteurs, et j'en suis, enfin je me range de ce côté, parlent d'un capitalocène pour dire que l'Anthropocène, c'est l'âge du capital, en fait, et c'est le produit du capital. Et pour ce qui me concerne, je pense qu'on a besoin des deux notions. Hein. Je sais que je vais me faire des ennemis parmi les radicaux de l'économie, ça ne me dérange pas du tout, mais je pense qu'on a besoin des deux notions. L'Anthropocène, c'est tout le travail des géologues, des géographes, etc., qui lisent les empreintes sur la planète, et les gens qui parlent de capitalocène, c'est le modus operandi par lequel la planète est affectée. Et là, effectivement, c'est le rapport social capitaliste, son extension à travers le monde, etc. Et donc, disons que, pour faire vite, l'Anthropocène, le débat sur l'Anthropocène, il est alimenté par les gens des sciences naturelles, et le capitalocène, c'est ce qu'apportent les gens des sciences sociales, et en particulier les gens un peu critiques, voilà, en sciences sociales, pour expliquer ce que les gens de l'Anthropocène voient, d'où ça vient. Et ça vient de l'extension planétaire du rapport capitaliste. Bien, quoi qu'il en soit, il y a des débats en cours autour de l'Anthropocène, et c'est très bien comme ça, entre tenants de l'Anthropocène et du capitalocène, c'est très bien comme ça. On a besoin de débats sur ces sujets, en économie en général, mais sur ces sujets en particulier. Encore une fois, c'est très bien comme ça. Et il y a un consensus quand même qui commence à s'établir, à part Trump, Bolsonaro et quelques crétins sur la planète, suivant lequel l'Anthropocène, c'est l'entrée dans le dérèglement climatique. Voilà. Et c'est donc une période de catastrophe. Alors, le GIEC, mis en place en 1998, a joué un grand rôle parce que il organise un consensus. On peut toujours discuter les rapports du GIEC, mais malgré tout, il donne lieu à des échanges très serrés, l'utilisation de différents modèles, et bon, c'est finalement quand même une référence importante. Et il ne cesse de tirer la sonnette d'alarme, et à chaque rapport, il dit « ça va encore plus vite que ce qu'on imaginait ». Et à chaque fois, il dit ça. À chaque fois, il dit ça. Bien. Voilà. Et par derrière, donc, on a des choses comme la COP21 dont on reparlera. Alors, maintenant, si on s'intéresse comme économiste à l'Anthropocène, non pas comme géologue, évidemment, ce que je serais bien incapable de faire, moi, mon sentiment, en tout cas, c'est la thèse que j'avance, c'est que
au cœur de l'Anthropocène gît ce que j'appelle l'extractivisme, en donnant à la notion d'extractivisme une grande extension. Qu'est-ce que j'entends par extractivisme? C'est non seulement un modèle dévastateur de matières premières, mais c'est un modèle qui se nourrit de destruction. C'est-à-dire que c'est la destruction des forêts, c'est la destruction des océans. Quand je dis c'est la destruction des pôles, vous allez peut-être réagir, mais je vous précise que avec la fonte naturelle, entre guillemets, enfin, des pôles, les derniers grands domaines d'exploitation des hydrocarbures, c'est les pôles. C'est les pôles. Donc, si vous voulez, on a un phénomène cumulatif, hein, où le retrait de la glace ouvre des nouvelles ressources. Et on y va. Et on y va. En plus, c'est ça qui est très important, ces zones d'extraction, ces zones de déforestation, c'est pas pour rester sur place, c'est pour marchandiser tout ça. Donc ça crée des réseaux de circulation à travers la planète, donc du transport aérien, du transport terrestre, des canaux, des trains, etc. Et on sillonne comment dire, toute la planète de grandes avenues pour la circulation de tout ça. Comment dire, cette destruction, hein, cet extractivisme est à l'origine de ce que, maintenant il y a tout à fait accord là-dessus, on appelle la sixième extinction de masse, extinction de masse de la biodiversité. Alors, j'ai parlé, moi, avec un écologue très brillant, hein, du Collège de France, etc., et je lui dis, oh, ben, c'est la sixième. Il montrait une diapo où il y avait les cinq premières et la sixième. Et à chaque fois, ça reprend. Et je lui dis, c'est pas si grave que ça va reprendre. Il m'a dit, oui, mon petit, mais pour reprendre, ça prend plusieurs millénaires. Et quelquefois, dizaines de millénaires. Tu imagines que là, on a plusieurs dizaines de millénaires à continuer avec l'extinction de masse? Donc celle-ci est complètement différente des précédentes. Je donne cet argument parce que souvent on va dire, ah bon, c'est la sixième, bon, ben on verra, à la septième, on en reparlera. Et on n'aura pas de septième. Non, mais c'est très sérieux tout ça, hein. C'est très sérieux. Bien. Bon, voilà ce que j'appelle l'extractivisme. Alors maintenant, j'en viens à l'originalité, si je peux dire, du livre, encore que quelques infectiologues avaient vu clair, voilà, pas très nombreux, mais maintenant on commence à les entendre. En fait, et c'est ça mon point, si vous voulez, hein, c'est ça mon premier grand point, j'ai 3 messages à envoyer. Hein. Voilà le premier. Mon point, c'est de dire, l'Anthropocène, c'est pas seulement le dérèglement climatique, l'Anthropocène, c'est aussi l'entrée dans des périodes d'épidémie et de pandémie à répétition et de masse. Pourquoi ? Parce que si on réfléchit au Covid-19, il fait partie d'un ensemble de maladies qu'on appelle les zoonoses. Les zoonoses, ce sont des infections, en général, c'est des virus, qui viennent des animaux et qui se transmettent aux hommes. Bien. Or, quand on regarde la littérature des infectiologues, encore une fois, je m'excuse, mais je le répète, je ne suis pas le dernier capable de lire ce genre de choses. J'ai travaillé 10 ans à l'INRS, je le répète. Quand on lit la littérature des infectiologues, sur les zoonoses, ils sont catastrophés, ils sont alarmés. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des centaines de virus nouveaux tous les 2 ou 3 ans. On en est de 1984 à 2010 à 1650 agents pathogènes nouveaux. Donc plus de 900 sont des zoonoses, sont des virus animaux, dont on n'avait jamais entendu parler. Et pourquoi ? Eh bien parce que, en allant creuser au cœur des forêts, en détruisant la biodiversité, on libère un certain nombre de virus qui étaient profondément cachés et tenus sous contrôle d'une certaine manière. Par exemple, plusieurs zoonoses, c'est quoi ? C'est des chauves-souris. Bien. C'est des chauves-souris qui sont dans des grottes perdues, etc. Tout le monde s'en fout. Et puis, comment dire ? Par l'extractivisme, on va jusqu'à elles. Elles bougent. Et elles viennent migrer dans les zones de peuplement des extracteurs. Et elles transmettent leur virus. Et les chauves-souris, par exemple,
c'est, pour des raisons multiples, c'est un foyer de virus formidablement violent que maintenant ils sont en train de libérer et de faire passer aux hommes. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous les trouverez dans mon bouquin, ou vous les trouvez déjà dans le papier que j'avais fait pour Mediapart, pour ceux d'entre vous qui l'ont lu. La quantité de pathogènes libérés et qui ont des succès, entre guillemets, variables, est vraiment impressionnant. Alors, c'est des vagues ininterrompues. Par exemple, vous savez, quand j'ai la première version du papier que j'ai écrit là-dessus, c'était le SARS-CoV-2, première pandémie de l'âge des zoonoses. Et puis j'ai reçu un coup de fil d'une amie avec laquelle j'ai travaillé à l'ANS, Fabienne Orsi, qui me dit, que vous connaissez bien, qui est CPN aussi, puisque maintenant elle est à Marseille, qui me dit, mais Benjamin, tu rêves ou quoi? Et le VIH-Sida, c'était quoi? Bien sûr, c'était pas la première. La première pandémie, c'est bien le VIH-Sida. Ebola, on a de la chance qu'Ebola soit pas venu jusqu'à nous. Malheur aux Africains, encore une fois. Mais, comment dire, le taux de létalité d'Ebola, c'est effrayant. C'est 90% de morts. Bon. Ebola n'a pas passé les tropiques. Tant mieux. Mais il se balade en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, il descend un peu au sud. Bon, je veux dire, une mutation du virus, bon, ça intervient tout le temps. On ne sait absolument pas ce qui peut arriver. Voilà. Enfin, pour finir avec ça, l'OMS, il y a beaucoup de mal à dire de l'OMS, mais il y a beaucoup de bien à en dire aussi, et on y reviendra, je pense qu'il faut sauver le soldat OMS. Bon, je passe. L'OMS, dès les années 2000, a écrit un ensemble de notes qui s'appelle Diseases X, enfin, maladie, infection X, dans laquelle elle dit, compte tenu de tout ce qu'on sait maintenant sur les zoonoses, il va y en avoir plein. Et ces fameuses infections X, c'est comment se préparer aux futures zoonoses. Donc c'est pour dire que, ce que je suis en train de vous dire là, je ne suis pas le seul à le dire. Vous voyez, il y a même l'OMS, d'une certaine manière, qui le dit. Bon, voilà. Donc, si vous voulez, ça c'est mon premier message. Mon premier message, c'est nous sommes rentrés dans une époque, dans l'Anthropocène, où il n'y a pas que le dérèglement climatique, il y a aussi, c'est l'âge des pandémies et des épidémies à répétition. Bon, là je passe très vite, transparent que j'ai appelé posture, qui correspond au chapitre 2 de mon livre, qui sont 3 attitudes par rapport à l'Anthropocène, hein, et qui sont, j'ai appelé ça des postures, qui sont des faux semblants, et quelquefois c'est encore pire. C'est comment combattre, voilà, les fausses solutions pour combattre l'Anthropocène. Alors la plus importante, c'est la géo-ingénierie. Géo-ingénierie, certains connaissent ça, c'est, c'est vraiment dans le chaudron du diable, quoi. C'est-à-dire que c'est la technologie, en fait, hein, mal utilisée, tout ce que vous voulez, hein, qui est à l'origine de l'Anthropocène, en tout cas les dérives de l'industrie et de la technologie mises en œuvre par le capitalisme, c'est par la technologie qu'on va en sortir. C'est ça l'idée. Alors, il faut lire les livres de géo-ingénierie, ça fait des frissons dans le dos. Hein. Ça fait des frissons dans le dos. Hein. Alors, entre autres, les 2 grandes solutions, c'est d'envoyer des milliers, j'ai bien dit des milliers d'avions, hein, vous voyez un peu l'écologie, hein, pour fabriquer des nuages de soufre pour limiter le rayonnement solaire. Voilà. Et c'est comme ça qu'on va lutter contre l'Anthropocène. Qu'est-ce que ça va fabriquer? Ces milliers de tonnes de soufre dans l'atmosphère, on n'en a pas la moindre idée. Hein. Mais, on voit bien les bénéfices qu'il y aurait pour les entreprises en charge de tout ça. Je vais vous donner un tout petit détail, parce que ça a son importance. Le grand financeur de la géo-ingénierie, le grand concepteur de la géo-ingénierie, enfin concepteur, non,
financeur, celui qui organise le lobby. Vous savez qui c'est? C'est le fameux philanthrope Bill Gates. C'est la fondation Bill Gates qui organise toute la réflexion, si j'ose dire, et la propagande sur la géo-ingénierie. Bon, vous voyez comment les questions de santé, etc., se retrouvent en permanence. Et la deuxième solution, c'est emplir les océans de milliers de tonnes de sulfate de soude, de fer ou de chaux, pour augmenter la captation naturelle du carbone. Bon, ça, vous le saviez peut-être, moi je ne le savais pas, mais je l'ai découvert en étudiant tout ça, c'est que les océans sont les grands capteurs de carbone, compte tenu de toute une série de raisons physico-chimiques. Donc, c'est d'augmenter cette captation en rajoutant des sulfates de soude, de fer, etc. Ce qui va se passer sur la faune marine, etc., sur le fond des océans, on n'en a pas la moindre idée, mais en tout cas, ils cogitent là-dessus. Ils cogitent là-dessus, et évidemment, c'est pas innocent. Vous voyez un peu les immenses entreprises à naître autour de ces activités-là. Je veux dire, ces gens-là sont vraiment des irresponsables de grande ampleur, parce que tout ça est très sérieux. Tout ça est très sérieux. Il y a toutes sortes d'expérimentations qui sont tentées, dans l'océan austral en particulier. On a balancé des milliers de tonnes de soude pour voir ce que ça faisait. Bon, enfin, je veux dire, c'est très sérieux. Bon, ça c'est la première chose. Deuxième chose, j'en parle quand même, c'est le livre de Amnat Singh qui s'appelle Les champignons de la fin du monde, et qui porte pour titre Survivre dans les ruines du capitalisme. Bon, alors, ça c'est la thèse effondriste que je ne partage absolument pas. Alors, la thèse effondriste consiste à dire c'est déjà trop tard. Bon, bah, c'est Servigne et compagnie. Il faut fabriquer nos petits réseaux dans la Drôme et voir comment on peut survivre, etc. Bon, voilà. Et en gros, c'est une manière de cesser de combattre. Alors, Amnat Singh, vous la connaissez peut-être pas, mais elle est extrêmement, populaire, célèbre. Aux États-Unis, c'est une star, etc. Elle nous raconte toute une histoire à dormir debout sur des forêts dans l'Oregon, où il y a un champignon qui s'appelle le Matsutake, qui ne naît que quand la forêt a été complètement détruite et ravagée. Bon, sinon le champignon ne naît pas. Ce champignon, il est extrêmement apprécié au Japon. Il est vendu très cher au Japon. Donc, on a des cueilleurs. Bon, voilà. Bref, il y a tout un réseau de prédateurs qui revendent ces champignons au Japon, etc. Et elle nous fait l'apologie de ça, en disant ouais, bien sûr, mais ces gens-là sont quand même libres, etc. C'est la théorie, c'est pour ça que j'en parle, c'est ce qu'elle appelle les communs latents. C'est-à-dire, je ne sais pas pourquoi c'est des communs, en fait c'est des forêts détruites dans lesquelles les gens viennent prélever des champignons pour faire du commerce. Bon, troisième posture, les sentinelles de la pandémie. Bon, je vais passer plus vite. C'est une technique intéressante. Un bouquin va sortir incessamment là-dessus, c'est pour ça que j'en parle aussi. Dans les élevages industriels, on met des poules au début et en fin qui ne sont pas vaccinées, alors que les autres le sont. Lorsque ces poules-là sont malades, c'est que la pandémie menace. Et donc, on peut prendre un certain nombre de mesures. La seule chose, c'est que ça n'est praticable que sur des élevages parfaitement bien tenus. En plus, il faut que les affections soient particulières, c'est-à-dire que certains aient été vaccinés, d'autres pas, parce que sinon on ne verrait plus rien. Bon, bref, c'est de la dentelle, lorsque on est à l'époque du textile synthétique de masse, quoi, je veux dire. Voilà. Donc, tout ça, ça marche pas. Maintenant, j'en viens à comment faire face à tout ça. Alors, donc j'ai intitulé ça « Faire face, outils pour penser la transition ». On peut s'arrêter là. On peut y aller. Alors, on reprend donc sur comment faire face. Alors, quelles sont les questions? Parce que c'est un peu les questions que moi je me suis posées depuis le mois de mars. Les questions posées par la crise du Covid et plus généralement par ce que je viens de dire, à savoir que nous rentrons dans une nouvelle période historique. On a deux séries de questions. Première série de questions, quand on regarde les questions liées à l'extractivisme, aux déforestations, au gaz à effet de serre, etc., en fait, ce qui est en question, c'est comment on traite les communs naturels. C'est ça la question qui est derrière. C'est qu'est-ce qu'on fait de la mer
qu'est-ce qu'on fait des forêts, qu'est-ce qu'on fait de l'atmosphère. Bon, voilà la première question. Comment on introduit un nouveau rapport avec tout ça? Et puis, la deuxième série de questions qui se posent, c'est une fois, alors si vous voulez, ça c'est en amont, d'une certaine manière, hein, traiter les communs naturels de telle manière que on empêche la formation des pandémies, notamment des zoonoses. Et puis, deuxième série de questions, c'est plus en aval, c'est les questions qui sont liées aux épidémies, à la santé publique, et au-delà des crises de rupture économique, donc de chômage, de pauvreté, de précarité. Vous avez lu comme moi, pour le moment, la pandémie, elle a déjà fabriqué 1 million de chômeurs de plus. Et malheureusement, c'est pas fini. Pardon, 1 million de pauvres de plus. 1 million de personnes qui sont passées en France sous le seuil de pauvreté. De plus. Donc la deuxième série de questions, c'est quelle est la capacité de ce que j'ai appelé pour le moment les services publics, hein, à faire face, parce que c'est pas les entreprises, hein, c'est pas Total et c'est pas LVMH qui vont s'occuper du million pauvres. Hein. Bon, donc la capacité des services publics à faire face à cette situation. Alors, c'est là que moi j'ai eu d'une certaine manière une surprise, parce que en étudiant les zoonoses et tout ça, j'ai retrouvé mon passé, si je peux dire, de travail sur le sida, mais je ne pensais pas retrouver les communs. Et en fait, c'est les communs que j'ai retrouvés. Pourquoi? Pour la raison que je vous ai dit. Parce que ça prend naissance dans des biens communs qu'on détruit, par extractivisme. Et donc, j'ai retrouvé toute ma problématique des communs. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire un livre. Mais franchement, ça a été une découverte. Hein. Quand j'ai commencé à travailler sur les zoonoses, je ne pensais pas que j'allais revenir à mes communs. Mais ils se sont imposés. Alors, pourquoi ils se sont imposés? Parce que quand on revient à Ostrom, son grand apport, c'est quoi? C'est de dire ce qu'elle appelle les Common Pool Resources, les réservoirs communs de ressources, et à quelles conditions les réservoirs communs de ressources deviennent des communs. Bon, alors, les réservoirs communs de ressources, chez elle, c'est quoi? C'est la forêt, des fleuves, la mer, etc. Donc c'est une zone dans laquelle on a un ensemble de produits joints qui vivent les uns des autres, d'accord? Comme dans une forêt, hein, bon, il y a toutes sortes d'espèces qui sont en relation les unes entre les autres, ou la mer, etc. Ça, c'est un réservoir commun de ressources, d'accord? Et alors, ce réservoir commun de ressources, il y a deux choses l'une. Ou bien on le livre à l'appropriation privée, à l'extractivisme, et alors à ce moment-là, eh ben, on a ce qu'on a. Soit on gère ces réservoirs communs de ressources suivant des règles qui font que, à la fois, les communautés humaines peuvent se reproduire, et à la fois, l'écosystème est protégé. Et c'est ça un commun. Un commun, c'est un réservoir commun de ressources, un commun naturel, hein, c'est un réservoir commun de ressources, hein, dans lequel les communautés humaines qui vivent sur ce réservoir commun ou dans ses alentours établissent des règles de prélèvement, d'extraction, de culture, etc., telles que la ressource est protégée. Et comment dire, c'est leur intérêt de protéger les ressources, parce que sinon ils disparaissent. Je vais vous raconter juste un truc que vous allez vite comprendre. À Sanary, en France, hein, il y a ce qu'on appelle une prud'homie de pêche. Prud'homie de pêche, en fait, c'est un commun. C'est-à-dire que les pêcheurs édictent des règles de prélèvement des poissons en fonction de l'évolution de la ressource halieutique. Quand il y a beaucoup de sardines, ils autorisent plus de sardines, etc., etc. Et ils respectent ces règles pour respecter la reproduction de la ressource halieutique. Et je me souviens, j'avais participé à une émission de télé avec, là-bas si j'y suis, avec Schneiderman, qui avait invité quelqu'un de Sanary. Et il lui disait, allez, ne me dites pas quand même que quand il y a vraiment du poisson, vous vous arrêtez. Vous allez quand même, vous en prenez plus que les règles. Personne vous voit, vous êtes en pleine mer, etc. Mais il dit non.
Non, absolument pas, je respecte les règles. Alors, Schneiderman, il disait, mais enfin, écoutez, vous n'allez pas me raconter ça à moi, je veux dire, etc. À la fin, le type, il s'est énervé. Et il a dit, mais vous comprenez rien. Nous, on est pêcheurs ici depuis 3 siècles. Et on est pêcheurs depuis 3 siècles parce que, il y a 3 siècles, ils respectaient les règles. Sinon, il n'y aurait plus de poissons. Moi, je veux laisser du poisson pour mon fils. Donc, je respecte les règles. C'est ça un commun. C'est ça un commun. Et vous voyez pourquoi le commun est la réponse à l'extractivisme. Vous voyez? C'est pas du tout... on commence à rentrer dans des choses extrêmement sérieuses, là. Hein? Bon. Donc, je veux dire, tous les communs locaux, les communs globaux, c'est plus compliqué, on va y venir. Mais tous les communs locaux, la réponse, c'est, comment dire, tous les réservoirs de ressources communes locaux, la réponse, c'est l'instauration de règles partagées. Et en plus, on est des économistes, donc on rêve pas, en tout cas, la plupart d'entre nous. C'est l'intérêt d'avoir des règles partagées et des ressources partagées. C'est leur intérêt. Rappelez-vous mon histoire de pêcheur. Alors, ce qui est très important dans le commun, c'est quoi? C'est qu'on a une relation consubstantielle à l'écologie. C'est pour ça que la théorie des communs est si importante et pour ça qu'elle a de l'avenir. C'est que le cœur du commun, c'est la gestion des écosystèmes, tout en assurant la reproduction des humains. Et deuxièmement, c'est une autre relation à la démocratie. On va retrouver là les questions de service public. Oui. 10. Oui, ça va aller. Ok. Alors, maintenant, si on passe des communs aux biens communs, la différence c'est quoi? La différence c'est que il y a un certain nombre de communs, de réservoirs communs de ressources qui ne sont pas gérés parce qu'on n'arrive pas à les gérer. Soit il n'y a pas de communauté pour les gérer, soit c'est trop immense. Le climat, l'océan, etc. Et donc à ce moment-là, on a des biens communs qui sont en fait des ressources communes non gouvernées. Alors, j'ai pas le temps de rentrer dans 1000 détails, mais la solution que propose Ostrom, et finalement à laquelle je me suis rallié, au début je trouvais ça très étrange, mais finalement je m'y suis rallié, c'est de dire, si on ne peut pas faire une règle commune, par exemple sur le climat, tous les économistes distingués vous disent fastoche, il suffit de faire une taxe carbone universelle. Ça veut dire que le Tchad et les États-Unis vont payer la même taxe carbone. Fastoche, c'est très facile, évidemment. Et qu'est-ce qu'ils sont cons, les Tchadiens, de refuser la même taxe carbone que les Américains? Enfin, c'est absolument n'importe quoi. Bon. Et c'est Jean Tirole, prix Nobel, qui dit ça. Bon. Je vais y revenir. Et c'est pas le seul, C'est la solution des économistes, Bon. Comment dire? Elle dit, ça, si on peut, c'est bien, mais si on peut pas, alors il faut faire des coalitions polycentriques. Alors, ce qu'elle appelle des coalitions polycentriques, c'est que tous ceux qui sont d'accord agissent et s'ajustent les uns par rapport aux autres, soit spontanément, soit en négociation. Ça a l'air rigolo ce que je dis, mais ça l'est pas du tout. Quand Trump a décidé de se retirer de la COP21, immédiatement, New York, Boston, les plus grandes villes des États-Unis ont dit « Nous, on reste dans la COP21 et nous, on s'engage à respecter la COP21 ». C'est ça, les coalitions polycentriques. Parce que si vous ajoutez New York, Boston, Amsterdam, Paris, Berlin, Hanovre, si vous ajoutez des États américains, les Landes du Bade-Württemberg, la Rhénanie, le Palatinat, vous avez des vraies coalitions. Et en plus, ces coalitions, il faut qu'elles fassent un pas de plus. Il faut qu'elles édictent des règles, par exemple, de ne pas importer des biens qui viennent de zones dans lesquelles les clauses environnementales sont pas respectées, etc. Bon, bref, voilà. Donc, il y a une direction de ce côté-là. Maintenant, j'en viens à mon deuxième message. Mon deuxième message, c'est de dire que la notion de bien commun naturel, elle a été transgressée, si je peux dire, dans l'Italie des années 90,
à travers la lutte contre les privatisations de l'eau, où on est passé à une notion notion juridique de bien commun et à une notion de commun social. C'est ça ma grande question. Alors, je me retourne très directement vers Philippe. Dans le livre, il y a des choses sur comment retransformer la sécurité sociale et la santé publique en commun social. Et c'est ça en commun. Bon, j'y reviens. Alors, simplement, la commission Rodota, c'est une commission qui a été mise en place par Romano Prodi, en l'occurrence, pour redéfinir la notion de bien en Italie, pour le Code civil. Et comme Rodota est un convaincu des communs, il a proposé une définition juridique des biens communs, qui est aujourd'hui, la loi n'a pas été votée, mais les juges, dans leur jurisprudence, se servent de cette définition. Donc elle marche, cette définition, elle est active. Et les biens communs sont à ce moment-là définis comme tout bien dont l'utilité fonctionnelle, dont l'utilité se révèle fonctionnelle au développement humain et de la personne. Bon, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais on fait un saut là, c'est-à-dire que deviennent des candidats bien communs toutes les choses, tous les services qui ont une relation. Je dis des candidats bien communs, parce qu'après il faut les déclarer bien communs, et après il faut les défendre et les institutionnaliser comme bien communs. Bon, en tout cas, sans rentrer dans les détails, cette notion de bien commun lié au droit de la personne ouvre vers la notion de commun social. Et ça, c'est la deuxième grande nouveauté, si je peux dire, qu'il y a dans mon livre, c'est une définition et une proposition des communs sociaux. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un commun social ? C'est un commun qui touche, c'est quelque chose qui touche à la reproduction longue de la vie humaine. C'est-à-dire, tout ce qui tourne autour de reproduction longue, reproduction courte, pour vous êtes plus jeune que moi, c'est Suzanne de Brunoff, dans un livre magistral de 1976, où elle dit « Le salaire direct, ça sert à acheter des cacahuètes, etc., un t-shirt, bon. Et le salaire indirect, ça sert aux choses sérieuses. Ça sert à la santé, ça sert à la retraite, ça sert aux accidents, ça sert au chômage, etc. » Eh bien, a vocation à devenir un commun social tous ces éléments de la reproduction longue de la force de travail. Alors, évidemment, pour le moment, ces éléments sont couverts par des services publics, pour l'essentiel, en partie par de l'activité marchande, mais en partie par des services publics. La question qui nous est posée aujourd'hui, c'est quoi ? La question qui nous est posée, c'est que pratiquement, alors là on rejoint certains des thèmes de votre séminaire, si je peux dire, compte tenu de ce qui s'est passé depuis 30 ans, c'est-à-dire l'accession des néolibéraux je parle pour les pays du Nord, pour d'autres espaces, c'est beaucoup plus ancien, bon, des néolibéraux au pouvoir d'État, et la manière dont ils ont accaparé de l'appareil d'État. Je veux éviter le débat de Marx, l'appareil de l'État, c'est l'État du capital, etc. Oui, probablement. Mais de toute façon, que ça soit vrai ou pas, il suffit de regarder les 30 dernières années, c'est l'État du capital. C'est l'État du capital. Et il n'a cessé de démanteler tout un ensemble de services publics, dont celui de la santé. C'est spectaculaire ce qu'on a vu pendant la crise. Je veux dire, on n'a jamais vu, un service public qui a été aussi systématiquement désarmé depuis 30 ans. Il n'y avait pas un masque, pas un respirateur, et pas un lit, et pas une blouse. C'est un truc insensé. Et tout ceci justifié par le New Public Management, par des rapports de la Cour des comptes, par des rapports du Sénat, etc., dans lesquels il fallait transformer, c'est ça leur concept, tu connais ça aussi bien que moi, l'hôpital comme un lieu de flux. Il faut que ça passe. Bon. Alors que, évidemment, la santé publique, la prévention, c'est un lieu de stock. C'est un lieu dans lequel on se prépare et on a des outils préparés pour faire face aux crises. Bon, donc,
voilà pourquoi, comment dire, les politiques publiques doivent être complètement revues. Hein, complètement revues. C'est là qu'on retrouve un certain nombre de thèmes qui vont se flancher. Alors, troisième point, quelle politique publique? Donc, je vais aller vite. Je dis, c'est une troisième innovation, si je peux dire, qui est dans le livre, je dis, les politiques publiques doivent se mettre au service du bien commun. Mais évidemment, je ne supporte pas, vous connaissez, j'ai suffisamment œuvré pour ça, je ne supporte pas tous ces troubles sémantiques qui sont en fait des opérations politiques. Un commun, un bien commun, le bien commun, c'est pas pareil. Il faut qu'on sache de quoi on parle. Alors en particulier, moi j'avais été scandalisé par Jean Tirole, en 2016, qui nous écrit un truc qui s'appelle « Économie du bien commun ». Bon, et quand vous lisez, c'est l'économie des défaillances de marché. Et comment on fait que le marché marche mieux. C'est ça qu'il appelle le bien commun. Tranquille, tranquille. Sans se référer jamais, à aucun moment, aux travaux sur les communs. Même pas à ceux d'Ostrom, qui l'a précédé pour être prix Nobel. Et la seule fois où il cite Ostrom, il se trompe, c'est à contresens. Il dit, Ostrom ne s'est intéressé qu'à des toutes petites communautés, etc., donc ça ne nous sert pas. Ostrom, elle a écrit 40 articles sur le climat. Elle ne s'est pas intéressée aux petites communautés seulement. Elle s'est intéressée à des phénomènes majeurs. Bon. Et enfin, je suis en train de préparer un petit bouquin là-dessus, on en parlera en son temps. Bon. Donc, c'est quoi le bien commun? Ben, le bien commun, je passe, vous verrez ça dans le bouquin, ceux qui le diront, le bien commun, c'est ce qui prend soin de l'écumène. C'est une notion qui nous vient des géographes, de Antonin Berck. L'écumène, bon, c'est la façon d'habiter la Terre. Hein. La définition qui est donnée, c'est l'écumène, c'est l'ensemble des milieux humains en ce qu'ils ont de propre humain, mais non moins d'écologique et de physique. C'est cela l'écumène qui est pleinement la demeure oikos de l'être humain. Eh bien, je proclame que les politiques publiques doivent servir le bien commun. Ils doivent servir à protéger l'écumène, c'est-à-dire aussi bien les communautés, les systèmes naturels, les écosystèmes, que les communautés humaines qui vivent de ces écosystèmes. Voilà. Alors, à partir de là, c'est des choses maintenant que je vais passer plus vite parce que je l'ai écrit dans mon entretien Mediapart. Je dis que la politique publique il y a deux choses. Voilà. Premièrement, elle doit se refondre autour de la notion de pôle d'activité. Les pôles d'activité renvoient aux grandes valeurs d'usage de la reproduction humaine. Se nourrir, se soigner, se loger, se déplacer, s'éduquer. Vous voyez, on retrouve les grands communs sociaux de la reproduction longue. C'est ça qui doit être le cœur de la politique économique et de la politique publique. Et je vais loin parce que je dis les pôles d'activité ainsi définis sont les catégories économiques de l'œcumène. Hein, parce que dans un pôle d'activité, on a des communautés humaines, des systèmes naturels, des objets techniques, et tout ça est en interaction. Et c'est ça qu'il faut arriver à penser. Alors, mon tout dernier point, c'est un vieux truc là après lequel je tourne depuis des années, ce que j'appelle la relation mandataire-mandant. Donc ça, c'est votre sujet aussi. Qu'est-ce que c'est la relation mandataire-mandant? Eh bien, la relation mandataire-mandant, c'est qui décide et qui exécute. Bien. Théoriquement, nous sommes dans des démocraties, c'est-à-dire des situations de peuples souverains. En réalité, nous sommes dans des situations d'administration souveraine, hein, à la main de politiques élus dans des conditions qui, à chaque fois, évidemment, peuvent être discutées. Alors, qu'on soit bien clair, hein, je ne mets pas en cause la démocratie élective. On n'est pas capable de faire beaucoup mieux. Comme disait l'autre, là, c'est le pire des systèmes, à part tous les autres. Bon. Mais je dis, ça, c'est plus possible. Je veux dire, on ne peut plus fonctionner uniquement sur ça. Je veux dire, quand on a Trump, quand on a Bolsonaro, quand on a l'autre zozo aux Philippines, etc., c'est quoi ça? C'est quoi Bon. Je parle pas de l'Iran.
Donc, simplement, ce que je dis, c'est qu'il faut être capable d'installer des dispositifs dans lesquels le peuple souverain redevient mandataire. Redevient mandant, c'est-à-dire, c'est lui qui décide, où l'administration redevient l'exécutant. Alors, ça paraît fou, ce truc, mais c'est pas fou du tout. Bon, vous lirez mon bouquin, je donne plusieurs exemples, je vais en donner un seul. Les conventions citoyennes les conventions citoyennes. Et la notion de convention citoyenne sur le climat. Je ne sais pas si vous avez lu le travail de la convention citoyenne sur le climat. Je vous le recommande vivement. Il y en a 460 pages. Vous n'êtes pas obligé de lire les 460 pages. Vous en lisez une vingtaine, une trentaine. Ça suffit. C'est extraordinaire, le travail qu'ils ont fait. Extraordinaire. Ça veut dire qu'ils arrivent à 149 propositions qui sont votées toutes pratiquement à 98%. Ça veut dire qu'ils sont arrivés à l'unanimité. Chaque proposition, elle est présentée, discutée, le pour, le contre. Pourquoi on a quand même décidé ça? Et presque dans la plupart des cas, il y a un article de loi pré-rédigé, il n'y a plus qu'à voter. C'est tout fait. Dans 80% des cas. Et ben, ces conventions citoyennes pour le climat, c'est la preuve que la démocratie citoyenne est possible. Alors en plus, dans le cas de la Convention citoyenne sur le climat, Macron avait dit « Pas de problème, je prends toutes vos propositions sans filtre ». Ça voulait dire, soit je les applique directement, soit je les transmets au Parlement pour les voter. Évidemment, il est en train de détruire la Convention citoyenne, parce qu'il a commencé par inventer son histoire de trois jokers, on va y revenir, et en fait, tous les jours, il y a des nouveaux trucs. J'ai consulté le site de la Convention citoyenne hier, avant cette conférence, et la Convention citoyenne tient compte de qu'est-ce qui s'est passé. Nombre de propositions mises en œuvre, 0. Nombre de propositions déjà refusées, 6. Nombre de propositions non discutées, 128. Bon, on peut faire plusieurs conclusions de ça. Mais l'une des conclusions, c'est que, je vais vous étonner, ça marche, la Convention citoyenne. Ça veut dire que les 149 propositions, ils veulent surtout pas en entendre parler. Après avoir... Donc je veux dire, pour moi, je vais le dire comme je le pense, la Convention citoyenne, c'est une des formes trouvées de la gestion du bien commun. Voilà. C'est une des formes qui assoit la souveraineté du peuple sur la gestion des biens communs. Et vous verrez que dans mon bouquin, où je dis qu'il faut refonder le service public de la santé, je fais un ensemble de propositions en m'appuyant sur des travaux existants, je dis, et si jamais on a des doutes, alors faisons une convention citoyenne sur la santé, et qu'elle décide qu'est-ce qu'elle veut comme service public de la santé, qui sont les agents, comment c'est financé, etc. Et que tous les 2 ou 3 ans, elles se réunissent pour vérifier qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, éventuellement, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, etc. Et c'est le seul moyen de faire en sorte que ces ânes du New Public Management continuent de détruire nos services publics. Bon, voilà. Donc ça, c'est mon 3e message. Tu conclus. J'ai fini. C'est mon 3e message. C'est pour dire que il faut être capable de refonder la démocratie et que, contrairement à ce qu'on croit, nous avons des outils pour ça. Voilà, je m'arrête.